Après le rock, place à la musique classique, dirigée dans le passé par Karajan ou Barenboim. L'Orchestre de Paris fête ses 50 ans et c'est le Britannique Daniel Harding qui est aujourd'hui à sa tête, un chef de 42 ans, enthousiaste, débordant d'activité, car tenez-vous bien, il allie son amour de la musique à une passion pour l'aviation qui l'a amené à devenir pilote de ligne. Entrée libre se plonge dans l'histoire de la première formation symphonique de France avec David Caillot. Avec ses 119 musiciens permanents, son auditorium de 2400 places et plus d'une centaine de concerts chaque saison, l'Orchestre de Paris est la première formation symphonique française et l'une des plus prestigieuses au monde. Hébergé à la Philharmonie de Paris depuis 2015, l'Orchestre de Paris est aujourd'hui dirigé par le fougueux Daniel Harding. Un chef d'orchestre qui succède à d'illustres prédécesseurs comme Herbert von Karajan ou Daniel Barenboim. Pour les 50 ans de l'orchestre, revenons sur les grands moments d'un ensemble qui glorifie la musique symphonique de notre temps en la conjuguant avec l'histoire. La fondation de l'Orchestre de Paris répond à un impératif absolu, avoir en France un grand orchestre symphonique de prestige et de niveau international. Et ça a été l'idée de deux hommes, Marcel Landowski, qui était directeur de la musique au ministère de la Culture, auprès d'André Malraux, et Charles Munch, grand chef d'orchestre, qui avait terminé sa carrière américaine et qui revenait en France en héros. Le premier concert de l'histoire de l'Orchestre de Paris a eu lieu au Théâtre des Champs-Élysées. Ça a été un événement mondain considérable. Le tout Paris était là, la jet set. Et symboliquement, il y avait deux œuvres de musique française pour marquer dès le début l'identité française de l'orchestre. La Mer de Claude Debussy et la Symphonie fantastique de Berlioz. Mais il y avait aussi une œuvre beaucoup plus contemporaine de Stravinsky qui donnait un signal déjà de la place qu'allait occuper la musique du XXe siècle et la musique de son temps dans le parcours de l'orchestre. Le premier directeur musical à marquer durablement l'histoire de l'orchestre, c'est Daniel Barenboim. À la fois pianiste et chef d'orchestre, à seulement 32 ans, il impose immédiatement son style et fait évoluer la formation. Daniel Barenboim s'est construit comme chef d'orchestre par son travail à l'Orchestre de Paris, c'est évident, mais il a aussi construit l'orchestre en retour. Il lui a beaucoup apporté, musicalement d'abord, mais aussi sur le plan de l'organisation. C'est pas négligeable dans l'histoire d'un orchestre. Il a eu l'idée que l'orchestre devait absolument avoir une salle à lui. Jusqu'ici, l'orchestre était nomade. Il déménageait tout le temps entre le Palais des Congrès, dont l'acoustique n'est pas faite pour la musique, le Théâtre des Champs-Élysées, la salle Pleyel, la banlieue même. Et il a dit, il faut une salle où l'orchestre soit à demeure. Ça a été la salle Pleyel. L'une des vocations de l'orchestre est aussi d'accompagner les grands événements de la nation, comme lors de l'investiture de François Mitterrand en mai 1981. François Mitterrand avait souhaité avoir l'hymne à la joie, donc l'hymne européen, le final de la 9e symphonie de Beethoven, pendant qu'il se dirigeait vers le Panthéon. Et de fait, c'est l'Orchestre de Paris, symboliquement, qui a été choisi, et le chœur, pour accompagner cette marche de François Mitterrand vers et dans le Panthéon. Donc symboliquement, dans l'histoire de l'orchestre, ça a été évidemment très important. Celui qui écrit l'histoire actuelle de l'orchestre, c'est le chef anglais Daniel Harding. Daniel Harding, c'est tout simplement un des 10 meilleurs chefs au monde. Il a 42 ans, ça fait plus de 20 ans, 22 ans qu'il dirige. Et aujourd'hui, il est arrivé donc l'année dernière, c'est sa deuxième année de mandat de directeur musical. Ça fait 18 ans que je suis dans cet orchestre et vraiment, toutes les répétitions avec lui, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose, enfin, en tout cas d'être toujours très intéressée par ce qu'il dit. Une répétition avec Daniel Harding, oui, ça va déjà assez vite parce que lui, il va assez vite dans sa tête quand même, pour dire. C'est déjà une grande élégance, je trouve, dans le geste, dans la direction de sa baguette. Ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable pour nous, musiciens, parce qu'il est très clair, on comprend ce qu'il veut. Et ce que veut Daniel Harding, c'est mélanger le grand répertoire avec des œuvres plus méconnues et des créations. Il y a, bien sûr, des grands cycles Mahler, des grands cycles de Strauss, etc. avec lui. Mais il y a aussi
un regard, une attention portée vers ces répertoires-là. Donc c'est une sorte de fusion parfaite des langages, extrêmement bénéfique pour le travail avec l'orchestre.